Arrivée sur Netflix le 11 avril dernier, une mini-série a accaparé l'attention de millions de spectateurs à travers le monde. Dans cette dernière, il ne se passe rien de spectaculaire. Pourtant, cette histoire tirée de la vie réelle de son réalisateur, qui joue également le rôle principal, Richard Gad, a tout d'un thriller captivant. Il est très difficile de ne pas la binge-watch, tant la tension dramatique est maintenue tout du long. Et je n'ai pas fait exception à la règle, bien que je ne vous le recommande pas. Je parle ici de Mon Petit Renne, qui s'est hissé en un rien de temps dans le top 3 des séries Netflix les plus vues du moment. Et je comprends pourquoi. Je vous recommande fortement son visionnage si ce n'est pas déjà fait. Par contre, je vous préviens, vous l'aurez compris, certaines scènes peuvent réactiver des traumatismes douloureux. Il faut en être averti avant de se lancer. Bon, j'ai déjà trop parlé. Alors dans ce deuxième Netflix and Think, je vais vous expliquer pourquoi j'ai regardé Mon Petit Renne. Pour que le tout soit bien organisé, j'ai classé mes raisons comme un iceberg, des éléments les plus frappants à ceux qui sont plus en filigrane, mais qui pour autant font selon moi la force de la série. Comme je l'ai un peu dit, la série est centrée autour du personnage principal, Donnie Dunn, humoriste raté et barman dans un bar glauque de Londres. L'intrigue s'ouvre dans un commissariat, au moment où ce dernier vient rapporter le harcèlement qu'il subit de la part d'une femme, Martha, incarnée par Jessica Gunning. Incroyable prestation, allez voir. Le policier lui demande pourquoi elle n'a pas porté plainte plus tôt, et nous plongeons immédiatement dans les souvenirs du personnage, en pleine introspection. Cette question anodine justifie toutes les nuances de la série qui se veut être une dissection minutieuse du lien toxique qui existe entre ce harcelé et sa harceleuse. La voix off incisive de Donnie revisite ainsi chaque moment clé de la relation, et vous verrez, il ne s'épargne rien. C'est à cet instant que nous rencontrons Martha, qui entre dans le bar dans lequel Donnie travaille. Par pitié, ce dernier lui offre un verre. Au départ, tout se passe relativement bien, mais son comportement basculera à l'obsession. Très vite. Très vite, elle voudra officialiser la relation, lui enverra des centaines de mails, des messages vocaux, des cadeaux non désirés. Par tous les moyens, elle cherchera à être omniprésente dans la vie de Donnie en se rendant à tous les endroits qu'il fréquente. Après une blague à connotation sexuelle que Donnie fera pour ne pas se sentir à l'écart de ses collègues, l'attitude de Martha deviendra encore plus inconfortable puisqu'elle ne cessera de faire des allusions obscènes, des menaces à l'encontre de lui-même et de son entourage lorsque ce dernier ne lui offrira pas l'attention qu'elle désire. Ceci étant dit, Martha n'est pas représentée comme une monstruosité, mais bien comme une femme malade et abandonnée par le système. Le but du réalisateur n'est pas de la juger, mais de montrer. Elle vit dans un appartement sale d'une cité visiblement délabrée. Ancienne avocate radiée, elle ne perçoit aucun revenu. Elle semble s'exprimer sans filtre et a parfois des accès de violence qu'elle ne peut pas contrôler. Il a de la peine pour elle, et ce premier levier d'analyse, pour lui comme pour le spectateur, est une clé pour comprendre les rouages de ce lien nocif que je vais tenter de vous expliquer. Mon Petit Renne montre que le personnage est conscient de la gravité de la situation. Il repère directement les red flags, mais reste dans l'incapacité totale de rompre ce lien. Terry, une femme trans incarnée magistralement par Navamo, qu'il fréquente, lui offre une clé de compréhension nouvelle. Si Martha est devenue à ce point présente dans sa vie, c'est qu'elle lui apporte quelque chose. Et vous allez voir qu'elle a raison. Cette femme est sans doute la fréquentation la plus équilibrée et bénéfique pour le personnage principal. Elle est psychologue et a réussi à bâtir une vie satisfaisante malgré les épreuves traversées dans son parcours et réussit parfaitement à mettre un terme à sa relation avec Donnie quand elle réalisa qu'il n'est pas bon pour elle. Navamo avouera que la fin heureuse donnée à ce personnage dans la série est toutefois peu représentative de la réalité des destins brisés de personnes transgenres. Donc j'en reviens à Martha. Martha flatte son intérêt, elle le complimente, elle s'engage à fond dans cette relation, et lui non. C'est agréable. Il est remarqué et désiré par elle, et malgré son manque d'estime de lui-même. Il sait qu'elle ment, mais il se sent valorisé. Elle est la première d'ailleurs à lui demander qui t'a blessé. Mais dans le même temps, alors qu'elle lui porte attention, elle révèle l'existence de sa carrière d'humoriste peu fructueuse à ses collègues alors qu'il tenait à la garder secrète.
Elle combat un besoin qui rend difficile la fin de la persécution, et lui s'enfonce pour en savoir plus, jusqu'à devenir lui-même obsédé par elle. Ce que montre la série, c'est qu'il ne s'agit pas d'une relation à sens unique, mais bien d'un système. Un système rendu possible par les failles du personnage principal qui porte les séquelles d'une relation abusive et traumatique entretenue avec un auteur reconnu. On va entrer maintenant dans le cœur de la série, ce qui peut permettre d'avoir une vision plus complète des choix, ou je dirais même des non-choix, de Donnie. On touche selon moi à ce pourquoi la série a eu un retentissement mondial. Sa représentation d'un drame intime et pourtant relativement partagé du viol et du syndrome post-traumatique qui en découle. Cette relation abusive naît dans le contexte professionnel de Donnie. Donnie n'arrive pas à faire décoller sa carrière d'humoriste. Il tombe alors dans les mailles du filet d'un homme puissant et charismatique, dont il tombe fou amoureux, en tout cas c'est ce qu'il croit. Ce dernier use de sa position pour faire espérer à Donnie une carrière et surtout son estime. Malheureusement, en même temps, il lui offre que des miettes, une attention parsemée de silence et conditionnée à la soumission de Donnie qui doit suivre tous ses conseils et le suivre dans sa consommation de drogue, consommation qui mènera à son viol. L'épisode permet alors de sensibiliser les spectateurs sur les signaux d'emprise et par la suite les effets du traumatisme. En effet, si Donnie a eu tant de mal à se détacher de Martha, c'est qu'il voyait aussi en elle quelqu'un en souffrance, quelqu'un de brisé, comme lui. Depuis cet événement, ce dernier est en proie à une confusion identitaire dont il a du mal à sortir, et qui, par ricochet, lui fait perdre la relation qu'il entretenait avec son ex-copine, et brise à l'avance toute possibilité de reconstruction avec Terry, dont il apprécie pourtant la compagnie. Incapable de se sortir de ses conflits internes générateurs de souffrance, Donnie détruit tout. Il ment, il doute, se retrouve dans une vulnérabilité extrême où son estime de lui devient inexistante et son existence sans saveur. Les conséquences de la relation d'emprise sont finement exposées une fois encore. La puissance de la culture populaire pour mettre à jour et façonner nos croyances a sans doute eu ici un effet de miroir pour toutes les victimes et peut-être ouvrira-t-elle la porte à une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge des personnes ayant subi des abus sexuels. La confrontation avec la police permet aussi de mettre à jour des stéréotypes de ce que serait une bonne victime. Le fait que Donnie soit un homme retarde la prise au sérieux de la plainte, de même que les questions sur ses parts de responsabilité dans les agissements abusifs de la harceleuse peuvent faire écho aux remarques qu'entendent trop souvent des femmes sur la longueur de leur tenue ou la relation qu'elles entretenaient ou non avec l'agresseur. À la question maladroite dont les victimes ont parfois encore à faire du « pourquoi t'es-tu retourné ?», la série répond en montrant à la fin le besoin de Donnie de se reconfronter à nouveau à son agresseur. Peut-être pour qu'il reconnaisse l'avoir détruit, peut-être pour voir s'il serait capable de reprendre le pouvoir, cette part de lui-même qu'il a perdue auprès de lui. Le succès mondial de Mon Petit Renne témoigne de la puissance de son message universel et de sa résonance auprès d'un public large. En abordant des thématiques sensibles avec justesse et nuance, Mon Petit Renne incite à prendre conscience collectivement des mécanismes destructeurs qui peuvent s'infiltrer dans nos relations. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode. Moi, j'ai regardé Mon Petit Renne, même si c'était éprouvant, j'en ressors bousculée, mais je recommande vraiment son visionnage. N'hésite pas à mettre un like et à partager en commentaire ce que tu as pensé de la série, et je vous dis à très vite.